روحي وذي الفضنا تمازيغ في الليغ تمازيغ في الليغ واللي غدا الشثوة واللي غدا نبذو واللي غدا سمر واللي غدا مالو جرو ذا سارو تمازيغ في الليغ تمازيغ في الليغ واللي غدا الفكية واللي غدي ليليا واللي غدا مبويول واللي غدي غيميا لا قال ذي فسيا تمازيغ في الليغ ورا اللي غدا نير ورا اللي تيميا ورا اللي غدا نير. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Afrique du Nord est divisée en plusieurs royaumes. Sur l'un d'eux, près de Carthage, règne un prince berbère, Gaïa. Après lui vont se succéder 5 grands rois dont la vie, les actions remarquables, les batailles fabuleuses, les luttes contre l'envahisseur romain ont forgé le mythe des rois berbères. Personnages de légende, mais aussi hommes déterminés, Massinissa, Jugurtha, Juba, Juba II et Ptolémée n'eurent d'autres désirs, d'autres ambitions que de s'affranchir de l'occupant et de donner au fil des siècles une identité à leur peuple. Nous allons vous raconter cette grande histoire des Berbères, incarnée par leur roi et devenue au fil des siècles de véritables légendes vivantes. Donc pour commencer, il faut savoir que peu de peuples ont vu leurs origines générer autant d'interrogations, de thèses, de mythes, d'histoires que les Berbères justement. Une chose est sûre, en 2500 avant Jésus-Christ, on voit leur première représentation de Berbères, appelés alors Téméou ou Libyens, sur des stèles égyptiennes. On les reconnaît, barbus, coiffés avec une certaine recherche, portant des plumes d'autruche sur la tête, ayant beaucoup de tatouages sur le corps et armés de lances et de boomerangs. Par la suite, donc, ils ont eu un premier contact avec la civilisation grecque lors de la venue sur les côtes d'Afrique du Nord des peuples de la mer en 1227 avant Jésus-Christ. Mais la rencontre importante pour les Berbères va être l'installation en 814 avant Jésus-Christ d'une colonie phénicienne qui va fonder Carthage. De cette rencontre entre la culture phénicienne et la culture berbère va naître la civilisation punique qui va régner sur l'Afrique du Nord, on peut dire, pendant près de 800 ans. Au premier temps historique, les Berbères se répartissent sur différents territoires d'Afrique du Nord. Nous retrouvons les Maures dans l'actuel Maroc, les Numides dans l'Algérie, la Tunisie et la Libye, les Garmantes qui sont dans les régions subsahariennes et les Gétus qui nomadisent dans les steppes. La question de l'origine des Berbères s'est posée tout au long de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ils occupaient à une certaine époque un large territoire qui allait de l'ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. Ils y fondèrent de puissants royaumes formés de tribus. Ils subirent ensuite l'occupation romaine, la christianisation, l'invasion vandale avant d'être convertis à l'islam. Comme leur titre le laisse penser, les premiers rois berbères sont sans doute des chefs guerriers. En effet, ils s'appelaient des Adélides. 2 tribus principales vont se constituer en royaume. Il y a les Massaessiles qui vont s'installer sur l'actuelle Algérie et les Massiles qui vont s'installer sur plutôt la partie actuelle de la Tunisie, hors le territoire de Carthage. La ville commune, frontière on peut dire, entre ces 2 royaumes, va être Cirta, la capitale des Massiles. Et le problème, c'est que très vite, cette capitale, qui est une ville assez belle, va devenir un objet de convoitise pour les Massaessiles. C'est la raison pour laquelle un des premiers rois historiques massiles, le roi Gaïa, au IIIe siècle, va se rapprocher de Carthage. Et d'ailleurs, il va envoyer son fils, Massinissa, être élevé à Carthage. Et Massinissa va faire toutes ses études dans la cité punique. Il va d'ailleurs, à la fin de ses études, se fiancer avec Sophonisbé, la fille du général carthaginois Hasdrubal et nièce du fameux Hannibal. Massinissa se rend compte très vite que ses sentiments sont partagés.
il est convenu que dès qu'ils seront en âge de se marier, leur union sera célébrée comme nouveau gage d'amitié entre les deux peuples. Hélas, ces moments prennent fin lorsqu'en 218 avant Jésus-Christ, un nouveau conflit éclate. Un événement important qui va bouleverser un peu cette histoire des Berbères, c'est en 218 avant Jésus-Christ, lorsque le général Hasdrubal, justement, va mettre le siège devant la ville de Sagonte en Espagne. Cela va déclencher la deuxième guerre punique. Comme Gaïa, justement, s'est rapproché des Carthaginois, il envoie son fils, Massinissa, à la tête de l'armée massile, prêter main forte aux Romains. Donc Massinissa vient en Espagne, fait très vite preuve de son talent militaire, et pendant qu'il fait cette campagne avec les Romains, il apprend le décès de son père, et il apprend que son oncle, Oesalcès, a usurpé le trône et a pris sa place. Massinissa, évidemment, étant pris par ce conflit avec les Romains, ne peut pas venir en Afrique du Nord régler ses affaires internes, continue le combat. Et un événement important va se produire, car son neveu, Massiva, va être fait prisonnier par les Romains, par le général Scipion. Et Massinissa s'attend à payer une très forte rançon pour récupérer son neveu. Et il est très étonné un jour de voir son neveu revenir libre, sans demande de rançon. Mais en échange, son neveu lui dit que le général Scipion désire le rencontrer. Massinissa hésite, décide de rencontrer secrètement le général Scipion, et on peut dire qu'il y a tout de suite une forte sympathie entre les deux hommes. Massinissa, évidemment, ne peut pas renier l'alliance de son pays avec les Carthaginois, mais il promet par contre au général Scipion que si un jour le conflit arrivait sur les terres d'Afrique du Nord, à ce moment-là, il prendrait le parti des Romains. Dès qu'il le peut, Massinissa va donc venir d'Espagne, récupérer son royaume, et à la tête de 4000 soldats, qu'il va traverser le royaume massaïcile, mais très vite, le roi Sifax, qui était allié, lui, des Romains, va essayer de profiter de cette guerre interne dans le royaume massile pour récupérer les territoires sur Massinissa. Les partisans de Massinissa se réjouissent de voir leur prince reconquérir la couronne qui lui revient de droit. Mais Massinissa est battu peu après par l'armée de Sifax et il est contraint de s'enfuir. Blessé, ne voulant pas être fait prisonnier, le prince berbère parvient à échapper à ses poursuivants en se jetant dans un torrent, persuadant ses ennemis qu'il est mort. Recueilli par ses quelques fidèles, Massinissa est emmené et caché dans une caverne où il retrouve bientôt ses capacités physiques exceptionnelles. Une fois rétabli, Massinissa part à la reconquête de son royaume. Et quand il réapparaît, c'est la joie parmi les Massiles, car on l'avait cru mort. Et aussitôt, il y a, on peut dire, un soulèvement massile qui, derrière Massinissa, récupère le trône de Massinissa et chasse Sifax et les Massaïciles du royaume massile. À l'époque, nous sommes essentiellement sur des luttes de territoire, principalement, comme je disais tout à l'heure, à cause de Cirta, cette ville très belle convoitée par Sifax, le roi massaïcile. Et puis, bon, c'était toujours, les alliances se faisaient et se défaisaient. D'ailleurs, suite à ce conflit, il va y avoir chose d'incroyable, un retournement des alliances, puisque Massinissa va finalement changer de camp, va adopter le camp des Romains, et Sifax, lui, va prendre le camp des Carthaginois. Et pour remercier Sifax d'avoir repris leur camp, Sifax va obtenir la main de Sophonisbé, l'ancienne fiancée de Massinissa. Donc là, c'est un total retournement des alliances. Vers 203 avant Jésus-Christ, Massinissa finit par battre et capturer Sifax. Il s'empresse alors de se rendre à Cirta, la ville de tous ses rêves, afin de s'emparer du palais et du trésor de Sifax. À son arrivée, il y découvre un autre trésor, la reine Sophonisbé. Dès qu'il la revoit, Massinissa retombe sous son charme et oublie tous ses griefs envers la jeune carthaginoise. Alors c'est une scène très célèbre dans l'histoire antique. Quand il entra dans le vestibule, sur le seuil même, il se trouva face à face avec Sophonisbé, fille du Carthaginois Hasdrubal. Elle le remarqua au milieu de ses guerriers. Ses armes le distinguaient comme son allure. Elle pensa que c'était le roi. En toi, elle ne se trompait pas, et se jeta à ses pieds, lui disant « Sans doute les dieux, ta valeur et ton bonheur, t'ont donné tout pouvoir sur nous. Mais s'il est permis à une captive d'élever une voix suppliante vers le maître de sa vie et de sa mort, si je puis toucher tes genoux, ta main victorieuse, je te demande avec prière, par la majesté royale que nous possédions hier encore, par le nom du peuple numide qui t'est commun avec Sifax, par les dieux de ce palais, puisses-tu recevoir de meilleurs présages à ton arrivée que Sifax à son départ, d'attenter cette grâce à une suppliante. Ce que dois craindre d'un Romain et une Carthaginoise, la fille d'Hasdrubal, tu le vois. Si tu ne peux rien de plus pour moi, je te prie et te conjure de m'arracher par la mort au despotisme des Romains. » Donc Massinissa, finalement, retrouvant son ancienne fiancée, retombe amoureux d'elle, décide de la sauver, et pour la sauver, décide de l'épouser sur le champ. Alors c'est sûr, c'est un peu curieux, parce qu'elle est toujours mariée officiellement à Sifax, mais Massinissa, en l'épousant, espère la sauver des Romains.
Ça ne suffit pas, les Romains se saisissent tout de même de la reine numide et l'envoient parmi les autres prisonniers de Scipion. Malgré la plaidoirie de Massinissa, il exige que la reine Massaécile soit remise aux représentants du peuple romain. Alors, fidèle à la promesse qu'ils se sont donnée, Massinissa fait porter à la belle captive une coupe contenant un breuvage empoisonné. En voyant l'esclave s'approcher, Sophonisbé comprend, et sans hésiter, elle boit le liquide mortel. Et donc elle préfère la mort à devenir captive romaine, et cette scène finalement va donner l'objet à des centaines d'œuvres tout au long du Moyen-Âge, de la Renaissance, même à l'âge classique. Le lendemain de ce jour funeste, Scipion décerne à Massinissa le titre de roi. Massinissa occupe les 53 ans de son règne à organiser et à enrichir son royaume. Une des premières tâches du roi est de développer l'agriculture à grande échelle. C'est en grande partie grâce à lui si l'Afrique du Nord fut le grenier à blé de Rome. Donc si vous voulez, le royaume de Massinissa, après la défaite de Syphax, va s'agrandir du royaume massaïcile. Donc le royaume de Massinissa va aller de la Moulouya. La Moulouya, c'était la frontière entre le Maroc et l'Algérie, jusqu'au territoire de Carthage. Donc Massinissa, qui au début avait un tout petit royaume, entre Cirta, l'actuelle Constantine, et puis le territoire de Carthage, va s'agrandir vers l'ouest en allant jusqu'à Moulouya, donc en allant jusqu'au Maroc. Ce n'est pas fini, il va agrandir par la suite son royaume, et donc en 205 avant Jésus-Christ, déjà, Massinissa a considérablement agrandi son royaume. C'est la langue punique, la langue des Carthaginois était la langue officielle de sa cour, et il va principalement s'intéresser à encourager la sédentarisation des Berbères, et à surtout développer l'agriculture. Et également, c'est le premier qui va créer une flotte berbère, aussi bien commerciale que guerrière. Ce qui était assez nouveau pour l'époque et assez intéressant à savoir. Le problème, évidemment, Massinissa, dont a grandi son royaume, la deuxième guerre punique a pris fin par la défaite de Carthage. Carthage est soumise à un très fort contrôle des Romains, et Massinissa, allié de Rome, se sentant finalement en position de force, constamment va faire des incursions de territoire carthaginois pour s'emparer de nouveaux territoires. Donc les Carthaginois vont à plusieurs reprises se plaindre auprès des Romains. Et le problème, c'est que Rome, un jour, va décider d'envoyer on dirait maintenant une commission d'enquête à Carthage pour écouter un peu leurs plaintes. Et là, ça va être un choc parce que les Romains vont se rendre compte à quelle vitesse les Carthaginois sont remis de la deuxième guerre punique. Ils vont trouver finalement ce redressement de Carthage un peu comme une menace pour Rome, en se disant un peuple qui, 50 ans à peine après la fin d'une guerre, a pu ainsi se relever, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui si on le laisse se développer, quoi. Et lors d'une nouvelle incursion de Massinissa en territoire carthaginois, ça va être le déclencheur que les Romains attendaient, et en 149 avant Jésus-Christ, donc, la troisième guerre punique est déclenchée.